90 minutes info, on est ravis de vous retrouver. Bonjour à tous. Votre émission d'incendier un bus. 15h29 sur le plateau de 90 minutes info, on est ravis de vous retrouver. Bonjour à tous. Votre émission aujourd'hui avec Jean-Philippe Dugouin-Clément. Bonjour à vous. Vous êtes vice-président UDI de la région Île-de-France et maire de Mennecy. Violette Spilbout, conseillère municipale de Lille, également référente Nord, La République En Marche. Nous a rejoint également Raphaël Amselem, analyste en politique publique, et Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national. Bonjour. Parmi les sujets, les questions que je vais vous poser aujourd'hui, la suivante. Les citoyens doivent-ils intervenir eux-mêmes pour rétablir l'ordre ? Pourquoi je vous pose cette question ? C'est après qu'un homme a essayé d'incendier un bus ce week-end à Vaux-en-Velin. Des témoins de la scène l'ont ensuite passé à tabac. Une partie de cet incident a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Je vous laisse découvrir le récit de Jeanne Cancard et on en discute juste après. Sur ces images, des citoyens interviennent et rouent de coups un individu qui tente d'incendier un bus. Une scène qui traduit un sentiment d'exaspération d'une partie de la population selon ce syndicat policier. On a eu le cas, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps avec les jardins des Halles. On a eu des collectifs autour du Parc des Princes qui ont voulu se constituer aussi, puisqu'ils en avaient marre les soirs de match de se faire casser leur voiture. On a eu, rappelez-vous aussi, des commerçants pendant les Gilets jaunes qui, à un moment donné, voulaient peut-être aussi se constituer en collectif, tout simplement parce qu'ils en avaient aussi ras-le-bol de subir, on va dire, et ça peut s'entendre. Si la légitime défense est un droit prévu par la loi française, faire justice soi-même est illégal. Pour contrer ce phénomène, les policiers réclament davantage de soutien du gouvernement. Donner les moyens aux policiers justement de répondre à ce besoin de sécurité des citoyens et pas les laisser faire, les laisser monter des milices, on va dire, citoyennes qui pourraient finalement se transformer en justiciers. Même si 7000 forces de l'ordre supplémentaires ont été engagées depuis 2017, les syndicats policiers déplorent toujours un manque d'effectifs. Alors quand des citoyens viennent à intervenir eux-mêmes, est-ce que ça traduit un sentiment d'exaspération face à l'insécurité, Laurent Jacobelli ? Ce n'est pas un sentiment d'exaspération, c'est une exaspération réelle face à ce qui n'est pas un sentiment d'insécurité, mais une insécurité vécue par des milliers de Français dans certains quartiers, dans certaines banlieues, dans certaines villes, et d'ailleurs maintenant de plus en plus aussi dans des villes moyennes et des petites villes. Or, il se trouve qu'ils n'en peuvent plus que leur vie soit régie par des caïds, des racailles qui surveillent qui peut rentrer dans l'immeuble, qui critiquent leur tenue, qui les insultent, voire les agressent. Ils ont besoin, les Français, comme tout le monde, de vivre paisiblement. Or, celui qui, normalement, est censé ramener l'ordre, ramener la justice partout, c'est l'État. Et l'État est, depuis quelques années, formidablement absent aux côtés des victimes. Il est vautré dans la logique de l'excuse pour les racailles, à qui on trouvera toujours une peine de substitution ou une bonne excuse pour mal agir. L'État qui encourage une justice laxiste, qui remet dehors ces individus aussitôt qu'ils sont arrêtés, quand ils sont arrêtés. Et donc, il faut maintenant inverser les choses. Il faut protéger les Français, ramener l'ordre partout. Ça veut dire plus de moyens pour la police. Alors, et ça veut dire une justice tranquillement tout ce qu'on peut faire aussi. Je voudrais d'abord sur le constat peut-être de l'autre côté de la table. Est-ce que vous partagez ce constat ou pas ? Bon, il y a deux choses. En état de droit, c'est l'État qui a le monopole légal de la violence et légitime. Et ce qui est absolument terrible, c'est quand des citoyens se retrouvent en situation de ne plus avoir confiance en l'État et de se substituer à l'État. Parce que ça veut dire qu'on est dans un schéma où l'État ne fonctionne plus. Après, au-delà de ça, on n'est pas sur ce qui s'est passé à Vaux-en-Velin, sur une milice qui s'est organisée, une milice privée. On est sur des citoyens, des gens qui ont réagi face à une situation absolument inadmissible avec une mise en danger de la vie d'autrui. Enfin, ça fait des années qu'on dit systématiquement qu'il y a une agression dans le métro, dans le RER, dans la rue, comment ça se fait que les gens ne réagissent pas, ne bougent pas ? Là, il y a des gens qui ont réagi. Et que des gens aient le courage de réagir face à une agression qui aurait pu aboutir à avoir des blessés, à avoir des morts. Quand on met le feu à un bus, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est plutôt une bonne chose, mais ça doit nous poser la question, au-delà de ça, de savoir comment l'État se réarme, comment l'État réintervient. C'est vrai que ça fait maintenant une dizaine d'années, on voit qu'on a perdu du terrain dans un certain nombre de quartiers et au-delà d'un certain nombre de quartiers dans tout le pays, parce qu'avant on avait cette image qui était marquée à quelques quartiers, on parle de villes qui ont des quartiers difficiles, c'est vrai qu'aujourd'hui on voit dans beaucoup de communes, y compris dans le secteur rural, périurbain, des phénomènes de violence, d'agression qui ne sont pas acceptables. Alors avant encore une fois de parler des solutions, je voudrais qu'on essaye d'analyser un petit peu, de comprendre, avoir des clés de compréhension de ce qui s'est passé. On va écouter la maire socialiste de Vaux-en-Velin qui salue justement l'action du chauffeur de bus et des citoyens dans cette situation. Et on en parle juste après avec vous, Violette Spilbout. Il y a plusieurs
plusieurs choses. D'abord, moi je salue le sang-froid du chauffeur de bus, d'abord, et des nombre de citoyens qui ont empêché que le bus ne prenne feu, parce qu'en réalité, le carton qui avait été mis par l'individu que l'on aperçoit sur vos images a été évacué par le chauffeur de bus par des citoyens. Et donc, cela a permis d'éviter effectivement que les choses ne deviennent plus graves. Le bus n'a pas été incendié, il y a une tentative d'incendie, il faut aussi dire les choses dans l'ordre. Et il y a une réaction dont je salue aussi la rapidité, le fait que ce soit prompt, tout en condamnant évidemment l'auteur des faits, mais c'est tellement évident. Violette Spilbout, sur ce qui s'est passé. Écoutez, moi je partage la réaction de cette mère, je la comprends parce que c'était quand même un incident extrêmement effrayant quand on est dans sa ville avec ce genre d'incident et de risque. La première réaction, c'est effectivement de saluer ce qui s'est passé, de saluer le sang-froid du chauffeur, de saluer le sang-froid des citoyens qui ont réagi. Et effectivement, si on n'est absolument pas d'accord avec la création de milices, parce que les règles sont là, l'État est là pour qu'il n'y ait pas de ce type de dérive, en revanche, on ne peut quand même que se réjouir que les gens aient eu une réaction, qu'ils aient eu le bon réflexe, celui d'empêcher un drame, celui de l'incendie d'un bus. Et finalement, ce bon réflexe, on aimerait peut-être le voir plus souvent quand on voit des femmes qui sont victimes de viols dans l'espace public, quand on voit ce militaire qui a été roué de coups hier, et apparemment il y avait quelques témoins, peut-être qu'il n'y a pas eu suffisamment de réaction. Donc si l'État fait son travail, et on y reviendra sur les moyens qui sont mis par notre gouvernement sur la sécurité depuis 5 ans, eh bien la vigilance des citoyens et la réaction, l'implication de tous les partenaires est extrêmement importante également. Raphaël Amselem, on ne peut pas faire justice soi-même et pourtant tout le monde salue finalement la réaction des citoyens et du chauffeur de bus qui lui a éteint ce début d'incendie. Des incidents qui arrivent malheureusement partout en France, pour lesquels il y a besoin d'une réaction immédiate avant les forces de l'ordre. J'ai envie de dire que c'est assez courant, malheureusement. Le risque qu'on peut avoir, c'est... On a parlé de milices, je pense que c'est surtout de revenir à cette maxime un peu triste de Thomas Hobbes, qui disait que l'homme est un loup pour l'homme, qui disait situer l'état de nature de la société un petit peu dans cette guerre permanente des uns et des autres, avec comme solution l'État, avec un pouvoir entre guillemets absolu, enfin dans ces termes, qui devait justement rétablir la sécurité de chacun. En fait, ce que pose la question de cette affaire, c'est que se passe-t-il quand les pouvoirs publics sont défaillants? Et c'est un petit peu le risque qu'on peut avoir peut-être dans certains quartiers. Alors, je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer le constat et le trait. On n'est pas dans une situation où on sort dans la rue, il faut se cacher, il faut raser les murs. Ça dépend où, Ça dépend où, mais... Aller faire un tour à Mulhouse, aller faire un tour dans certains coins de la banlieue parisienne, aller faire un tour dans la banlieue lyonnaise, franchement, si, on se cache pour rentrer chez soi le soir à partir de 21h, je vous assure. En tout cas, la question, c'est surtout que dans ce contexte d'insécurité, comment est-ce qu'on peut réaffirmer justement la capacité de l'État à affirmer ses pouvoirs régaliens. Et c'est très important parce que le pouvoir régalien de l'État, au fond, c'est la fonction première de l'État, en ce que c'est ce qui permet de garantir pas seulement notre sécurité, mais l'ensemble de nos droits politiques. Il y a une question extrêmement essentielle derrière la question de la sécurité. Et je terminerai juste sur quelques chiffres. Quand on regarde le budget qui est alloué à la justice en Suisse, qui est de 220 € par habitant, en Allemagne qui est de 131 € par habitant, et en France, c'est des chiffres de 2018, où on a 69 € par habitant, on voit qu'il y a un retard à rattraper. Et enfin, c'est aussi les chiffres sur la part du PIB qu'on consacre en matière d'ordre public et de sécurité. On est à 1,6%, c'est en dessous de ce qui est fait dans la moyenne de l'Europe. Donc derrière cette question, je conclurai sur ça, derrière cette question sur les milices, le fait que chacun prenne en charge un petit peu la sécurité sur le tas, il y a le risque justement de voir que le régalien est en train de faiblir. Est-ce qu'il y a un risque effectivement que ces situations se multiplient? Je pensais à... Il y a des choses un petit peu de la sorte qui se sont produites quand les habitants du quartier de Stalingrad, certains ont commencé à faire des tirs de mortier en pleine nuit pour essayer de défrayer les craqueurs dans le quartier, puis qu'ensuite ils sont partis au Jardin des Halles, etc. On a vu ce genre de situation se produire où les gens ont voulu combler une faille de l'État. Est-ce que ça va se multiplier? Est-ce qu'on a un risque de voir se développer à terme des milices?
Alors écoutez, moi, je ne pour pense l'instant, pour l'instant, les Français sont quand même très sages. Moi, je trouve que par rapport à la situation qui est de plus en plus explosive, les Français se comportent dans le respect de l'ordre républicain. Si on prend les derniers jours, ne serait-ce que dans ma région, le Grand Est, on a eu des voitures incendiées à Mulhouse hier. On a eu dans la Marne des tirs de mortier à côté de Châlons en Champagne sur des policiers. Ce genre de scène, c'est partout maintenant. C'est devenu quotidien en France. Et donc la vraie question, c'est pas de savoir si les honnêtes citoyens vont riposter. La vraie question, c'est que fait l'État pour protéger les honnêtes citoyens? Parce que la vraie question, elle est là. Le rôle de l'État, c'est de montrer la barrière entre ce qui est légal et ce qui n'est pas légal, entre ce qui est violence et ce qui est une société civilisée. Or, cette barrière, aujourd'hui, elle n'existe plus. Vous avez des zones de non-droit. Il faut bien évidemment plus d'effectifs, on l'a dit, chez les juges et dans la police, mais il faut changer de philosophie. Il faut changer de philosophie. C'est ce que disait un policier, justement, dans ce reportage. Il demande plus d'effectifs. Alors justement, vous parlez de changer de méthode. Effectivement, le Beauvau de la sécurité, le premier élément du Beauvau de la sécurité, c'est de changer de méthode, de considérer qu'effectivement, on a besoin d'augmenter les moyens de la police, mais aussi de faire un travail partenarial avec l'ensemble des acteurs de la sécurité sur les territoires. Moi, je suis dans une ville, Lille, où on a 6 quartiers en politique de la ville, d'énormes problèmes de trafic de drogue et de sécurité. J'habite dans un quartier où il y avait des rodéos tous les jours, on va y revenir tout à l'heure. Eh bien, je peux vous le dire, depuis le mandat d'Emmanuel Macron, depuis que Gérald Darmanin est au gouvernement, on a un nombre de policiers qui non seulement a augmenté fortement, puisqu'on est... Comme le nombre de rodéos d'ailleurs, c'est ça qui est incroyable. 10 000, on va y revenir sur les rodéos. 10 000 policiers en plus sur la France, mais pour nous, pour notre agglomération de Lille, c'est 300 policiers en plus, ça n'a jamais été fait sous les précédents mandats. Et nous, on le voit avec les brigades de reconquête républicaine qui sont sur le terrain. À FIF, ça veut dire quoi? Ça veut dire 20 policiers en plus qui sont là concrètement aux côtés des habitants dans les horaires plutôt nocturnes, alors que la police municipale va faire les rondes dans la journée. Et ça veut dire qu'il y a PV, amende sur les rodéos, protection des commerçants, arrêt des trafics de drogue. Donc vous êtes en train de nous dire que la situation est de plus en plus paisible. Ce que je dis, c'est qu'il y a un travail extrêmement important de ce gouvernement, à la fois police, à la fois justice, ensemble, sur le raccourcissement, notamment de l'examen des peines, sur les moyens qui sont mis sur le terrain. Et puis, on va parler aussi de la vidéoprotection, monsieur. La vidéoprotection, jamais il y a eu autant d'efforts financiers sur l'accompagnement des collectivités territoriales. Non, tout va pas bien. Un jour, une émeute, vous battez tous les records. Dans ma ville, du nombre de cambriolages, dans ma ville, on est dans une ville de squats, tout va bien. Vous êtes en dehors de la réalité, madame. Je finis mon propos. Je suis dans une ville dirigée par une maire socialiste. On a 8 caméras de vidéoprotection reliées à un centre de supervision urbain. Eh bien, dans d'autres grandes villes, c'est 100, 200, 300. Non, tout ne va pas bien parce que certains maires, certains territoires, et comme l'a dit Gérald Darmanin il n'y a pas longtemps à Marseille, ne se saisissent pas des opportunités de l'État, des cofinancements et des moyens pour faire ce travail partenarial. C'est le travail de M. Darmanin, travail qu'il ne fait pas, parce que pour tweeter, il est bon, mais pour amener l'ordre, il n'y a pas grand monde. Vous savez, vous pouvez mettre 100 000 policiers de plus par ville. Si ces policiers, lorsqu'ils arrêtent un voyou, ils voient ce même voyou le lendemain se balader librement dans les rues, leur travail ne servirait à rien. Et c'est aujourd'hui, quand on parle à des policiers, ils en ont absolument ras-le-bol, madame, d'arrêter tous les 2 jours, d'arrêter tous les 2 jours les mêmes voyous. Là, vous parlez tous les deux en même temps. Donc, non, mais madame, je pense que vous ne pouvez pas dire des contre-vérités dès le début de ce débat. Tout le monde vérifiera et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, ces voyous qui tirent au mortier sur des voitures de police, qui agressent des gens, en général, ne sont pas arrêtés. Quand ils sont arrêtés, sont jugés très tard. Quand ils sont jugés, ont souvent soit des peines de substitution, soit du sursis. C'est-à-dire qu'ils retournent dans la rue. Il faut maintenant une justice plus ferme. On a tout essayé. Déverser des milliards dans les associations et pour repeindre les murs des cités. On a essayé la logique de l'excuse en expliquant que les pauvres bambins étaient victimes d'un racisme ou de violences policières. Il faut maintenant essayer la fermeté. C'est ce que nous essayerons avec Marine Le Pen et qui pour l'instant n'a pas été essayé. Fermeté, ça veut dire peine de prison pour les voyous. On va continuer à avancer juste un petit peu dans ce débat. Je voudrais qu'on revienne sur les faits qui se sont déroulés. Le point de départ, c'est l'incendie d'un bus. C'est un début d'incendie dans un bus. C'est complètement irrationnel, comme c'est pas le cambriolage d'une banque, c'est pas le vol d'une personne, c'est pas voilà. Je voudrais qu'on écoute justement Gilbert Collard là-dessus, qui évoque cette question-là de la criminalité irrationnelle. Pourquoi on a ça aujourd'hui? On l'écoute. Je pense qu'on est arrivé à un moment terrible de saturation de l'insécurité, de ce qu'on appelle connement les incivilités. Que ce soit à Lyon, à Paris, à Marseille, on voit partout
C'était il y a quelques jours à la Guillotière, des commerçants qui disaient qu'ils étaient obligés de faire la police eux-mêmes. Ce qui est arrivé dans ce bus montre à quel point la criminalité est devenue complètement irrationnelle. On va finir par regretter le temps où c'était les banques qui étaient attaquées parce qu'elles étaient des banques. Alors, elle s'explique comment cette criminalité irrationnelle, parce que s'attaquer à un bus, ça n'a pas de sens. L'irrationalité de la criminalité, il y en a toujours eu. Alors, je sais bien que Gilbert Collard n'est pas un poulet de l'année, mais enfin, à la fin des années 90, quand on avait chaque 31 décembre les centaines, les milliers de voitures qui étaient additionnées, qui se comptabilisaient. Alors, à l'époque, c'était sous Jospin, d'ailleurs, où il y avait cette montée de sentiment d'insécurité extrêmement forte. C'était tout aussi irrationnel. C'est pas quelque chose qui est récent. Après, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est, je vous le dis, depuis effectivement une dizaine d'années et la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, c'est une remontée du sentiment de l'insécurité, une remontée de l'insécurité, pas de la très grande délinquance, mais de la délinquance palpable au quotidien qui pourrit la vie des gens. Alors ce gouvernement a lancé un Beauvau de la sécurité, c'est bien, il a fallu 4 ans et demi pour le lancer. Moi, ce que je regrette, c'est pas le Beauvau de la sécurité, qui est une bonne démarche en tant que telle, c'est le fait que ça n'ait pas été la première pierre, mais que ça soit quasiment la première pierre du prochain quinquennat, que ça soit un début de campagne électorale. C'est ça qui est critiquable. C'est pas le fait de dire on va mettre des moyens, on va essayer de travailler et de faire mieux et de faire mieux. Non, je suis désolé, je ne peux pas. Non mais attendez, je peux pas vous laisser dire tout et n'importe quoi. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des moyens pour la vidéoprotection. C'est faux. La vidéoprotection, elle est portée par les communes. Elle est portée. Mais je suis maire de ma commune. Je suis une des communes de mon département qui a le plus de caméras. J'ai plus de 120 caméras. Il y a 10 ans, 0 € de l'État. Il y a encore 10 ans, on touchait 30% de subventions. François Hollande a coupé ses subventions. Emmanuel Macron ne les a pas remis en place. On arrive à financer nos caméras parce que la région Île-de-France, dans le cadre d'un bouclier de sécurité que nous avons créé avec Valérie Pécresse, finance 30%. L'État ne met plus de subventions sur les achats de vidéoprotection. Il se déleste intégralement sur les communes. Les communes font tant mieux. Il y avait un blocage dogmatique de la part de beaucoup de maires qui ne voulaient pas de police municipale, qui ne voulaient pas de caméras, qui ne voulaient pas de police armée. Beaucoup ont évolué, mais la réalité, c'est que les communes n'ont jamais autant suppléé l'État. Aujourd'hui, quasiment toutes les communes de plus de 10 000 habitants ont des polices municipales. C'est aussi parce qu'il y a une carence de la part de l'État. Et puis, dernière chose, quand même, c'est le problème du en même temps. On ne peut pas être en même temps avec un discours de Gérald Darmanin qui est extrêmement volontariste, qui est protecteur de la police. Et de ce point de vue, on ne peut pas lui enlever cette volonté de protéger la police, de protéger ses effectifs et dire le bon sens. Et dans le même temps, un discours qui est parfois extrêmement laxiste de la part du garde des Sceaux. Et cette espèce d'en même temps, ça crée un entre-deux. Et cet entre-deux, c'est les citoyens qui le payent. Un mot de Raphaël Amselem sur cette criminalité insensée, irrationnelle. Comment on l'explique? Pour réagir juste sur les propos qui viennent d'être dits, je ne crois pas que ce soit un mal en soi que les municipalités, les collectivités prennent le relais par rapport à l'État. Je pense que c'est très bien s'il y a du volontarisme politique de la part des collectivités locales. Ça permet un peu de changer dans un pays qui est très jacobin déjà. Qu'il y en a, parce que sinon il n'y aurait plus rien. Bien sûr, non mais bien sûr, ça n'empêche pas l'État central de devoir assurer les moyens qui sont nécessaires, mais je pense que c'est bien aussi qu'il y ait un petit peu de volontarisme de la part des collectivités territoriales. Un pays qui est très jacobin, ça permet un petit peu de décentraliser de cette façon-là. Ensuite, moi, ce qui me gêne beaucoup en fait dans ce débat, c'est qu'au fond, et c'est une réflexion qui a été déjà pointée par Gaspard Koenig, qui est un philosophe, on peut prendre n'importe quel fait divers, le mettre en tête d'affiche et expliquer, regardez, c'est le chaos, c'est la catastrophe. On peut parler sérieusement des sujets de sécurité. Il y a des problèmes de sécurité qui sont indéniable. La preuve, c'est que le Front National fait des scores qui sont élevés. Éric Zemmour... Le Rassemblement National. Le Rassemblement National fait des scores élevés. Wow. Éric Zemmour aussi sur des thématiques similaires. Donc il y a un sentiment qui est réel, qui est concret, auquel il faut répondre. Mais de là à dire... on verse dans le catastrophe, et puis tout est irrationnel, et puis c'est absolument... c'est terrible ce qui arrive. Il y a des violences, il y en aura toujours. La seule question qui compte, c'est comment l'État sera en capacité de répondre. Et là-dessus, je pense qu'il n'y a pas 10 000 réponses. Ce sera d'abord une question de moyens. On l'a vu, les moyens, nous ne sommes pas encore au niveau des autres pays de l'Union européenne. Rapidement, Laurent Jacobelli. Oui, le nombre de policiers agressés n'a jamais été aussi élevé. Je pense qu'on ne peut pas dire que c'est un sentiment d'insécurité. Il se passe aujourd'hui dans certains coins. Et vous êtes d'accord avec Raphaël Amselem qui dit on met comme ça des événements... Non, je ne suis absolument pas d'accord. Des événements isolés dont on... Non, parce qu'il crée l'impression qu'il y aurait une déformation de la réalité, un effet loupe de la part des médias ou de la part de certains... Mais vu le nombre d'éléments d'insécurité tous les jours dans le monde, on pourrait mettre tous les jours des bandeaux avec... Là, on s'occupe de la France, et en France, ça explose. Il y a une émeute par jour aujourd'hui dans des quartiers sensibles. Avant, rappelez-vous, c'était une
une ou deux par an, et ça paraissait déjà exceptionnel, ça paraissait incroyable. Des policiers qui se font attaquer au mortier ou à coups de boules de pétanque, c'est tous les jours. Avant, c'était exceptionnel. Et on ne peut pas s'habituer. On ne peut pas se cacher derrière des théories ou derrière des réflexions philosophiques. Le concret de nos concitoyens, c'est ça aujourd'hui. Il y a des zones où on ne reconnaît plus l'autorité de la France et où tous ceux qui portent cette autorité, tous ceux qui portent un uniforme, sont la cible de voyous qui ne considèrent pas la France comme leur pays. Et très honnêtement, de vous voir tous les deux vous chamailler, alors que les deux majorités que vous représentez, qui se sont succédées au gouvernement systématiquement depuis des décennies, ont créé cette situation avec toujours plus d'immigration, toujours plus de laxisme judiciaire et toujours moins de moyens pour la police, même si c'est vrai, depuis quelques années ça change, même si ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Violette Spilbout. Non, voilà, simplement, effectivement, je rejoins M. Amsalem, on ne peut pas faire de chaque fait divers le chaos. Et aujourd'hui, dans nos villes, oui, c'est difficile. Dans des quartiers politiques de la ville, des quartiers où il y a beaucoup de difficultés du trafic de drogue, oui, c'est difficile. On le reconnaît. On oui, le parce que ce sont des habitants et dans des quartiers difficiles qui subissent aussi ce genre d'événements. Quand les transports sont coupés, que des bus sont incendiés, ça pénalise les usagers. Rien que sur le trafic de drogue, c'est près de 5000 opération de démantèlement de trafic de drogue. Il y a une action extrêmement forte là-dessus. On le voit en local sur tous les territoires. Gérald Darmanin nous dit souvent c'est parce qu'on a des actions de démantèlement, de lutte contre les trafics qu'il y a de plus en plus de violents. On dérange, et il y a ça, tout un on l'entend travail. Tout le temps, ça. Eh bien, il faut le continuer aussi avec les partenaires des collectivités territoriales, des bailleurs sociaux. Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué dans le sujet de la sécurité, c'est la prévention, c'est la médiation, c'est l'accompagnement des jeunes, c'est tout ce qui est l'accompagnement. Voilà. Bien sûr. Tout ce qui ne marche pas depuis des décennies. Eh bien, moi, je crois en l'éducation, monsieur. Je crois en l'inégalité des chances qui existent aujourd'hui et dans l'égalité des chances que nous devons défendre. Et donc, la prison... La sanction. Je vais juste terminer, merci. Le sujet de l'éducation et de l'accompagnement, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps un centre qui fait de l'éducation à la sécurité routière sur justement l'éducation pour les dangers qui sont liés au rodéo. Bon, ben, peut-être que c'est une goutte d'eau, mais tous ces travailleurs sociaux, tous ces médiateurs qui sont sur le terrain, eh bien, ils ont aujourd'hui besoin d'être accompagnés. Ça se fait par les communes, par les métropoles, par les départements qui ont un rôle aussi, et par l'État. Donc c'est un tout. Le Beauvau de la sécurité, c'est montrer qu'il y a les forces de police intérieures, qu'il y a les moyens de l'État qui sont mis, et on le redit, plus 10 000 policiers sur le quinquennat, ça n'a jamais été fait avant. Et puis il y a tous les acteurs qui doivent contribuer à l'amélioration de cette sécurité. Donc arrêtons de faire comme si c'était une explosion permanente et le chaos partout en France. Madame, le discours de peur et de colère le voyou qui a n'est pas celui pour lequel je quelques secondes avant la le pause, voyou rapidement. Qui a voulu incendier un bus, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui chanter une comptine? Non, il faut l'attraper, l'arrêter, l'amener devant le juge et qu'il aille en prison. C'est la seule solution. Parce que vos solutions, madame, on les connaît depuis des décennies. Subventionner des associations, nous sommes pour les faire une jouer au foot et au justice basket, qui fait son ça travail, ne sert monsieur. à rien. La justice est trop lente, trop laxiste et trop permissive. On va justement, ça me fait une transition. Juste après la pause, on va revenir sur un autre événement. Un homme qui menaçait de commettre un attentat à la gare de Lille-Flandre, qui a été remis en liberté mercredi dernier. Pourquoi? Pour vice de procédure. Ça pose question justement sur la réponse pénale. Ça ouvrira peut-être un débat là-dessus. On y revient dans un instant. À 16h, un nouveau journal, puis la suite de notre débat. De retour dans 90 minutes info avec mes invités autour de la table. Jean-Philippe Dugouin-Clément, Violette Spilbout, Raphaël Amselem et Laurent Jacobelli. Merci à tous d'être avec nous. Avant de poursuivre notre débat tout de suite, c'est l'heure d'un nouveau journal à 15h59. Et à la une, les questions au gouvernement qui ont lieu cet après-midi à l'Assemblée nationale. Cette passe d'armes entre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et Jean-Louis Thiriot à l'Assemblée au sujet des tags anti-police à Savigny-le-Temple en Seine-et-Marne, des propos écrits menaçants des policiers découverts le week-end dernier dans un hall d'immeuble. On écoute cette passe d'armes à l'Assemblée. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous vous êtes rendu sur place, vous avez eu les mots qu'il fallait, merci. Mais les mots ne suffisent pas. La réalité, c'est la multiplication des territoires perdus de la République. La réalité, c'est un département où il manque 200 policiers d'après les syndicats. La réalité, ce sont les dysfonctionnements de la chaîne pénale. Monsieur le député, permettez-moi de vous dire que s'il y a ce genre de réaction inacceptable, c'est parce que la police, plus que jamais, fait son travail dans tous les quartiers. Et je ne peux pas vous laisser vous dire qu'il y a des quartiers interdits pour la République. Bien au contraire. C'est aussi un bailleur social qui appartient au département, qui appartient à cet immeuble. Pas de caméras de vidéoprotection, pas de rénovation urbaine. Un immeuble qui n'a pas connu de réparation depuis plus de 5 ans. Et monsieur le député, l'État fera son travail quand les élus locaux le feront aussi.
Dans l'actualité internationale, cette fuite d'un SMS, un SMS rédigé par Emmanuel Macron qui s'inquiète des nouvelles du contrat des sous-marins avec le Premier ministre australien Scott Morrison. Un SMS qui peut laisser penser que le chef de l'État était au courant d'un éventuel problème. Harold Iman, vous êtes avec nous pour en parler. Expliquez-nous, ce SMS, il a bien sûr, et la fuite surtout de ce SMS provoque aujourd'hui la colère de l'Élysée. Alors Emmanuel Macron a dit dimanche à Glasgow que Scott Morrison lui avait menti en septembre, qu'il en était sûr, que Morrison lui a fait croire faussement que le contrat des sous-marins français pour l'Australie était encore bon jusqu'à très peu de temps avant son abandon. Côté Premier ministre australien, en ayant entendu cela, Scott Morrison riposte avec la fuite à la presse australienne d'un SMS provenant d'Emmanuel Macron adressé à lui, Scott Morrison, ce qui est assez choquant. Le SMS est comme suit: dois-je, écrit Emmanuel Macron, dois-je m'attendre à de bonnes ou de mauvaises nouvelles sur nos ambitions communes sur les sous-marins? Pour le bureau du Premier ministre Scott Morrison, cela veut dire qu'Emmanuel Macron savait que le contrat était caduc, et côté Élysée, cela voulait dire que Emmanuel Macron ne savait pas se poser une question. Il avait eu vent à la dernière seconde que quelque chose n'allait pas. Et donc l'Élysée est plus qu'agacé et a des mots très durs à l'encontre de Scott Morrison. C'est un acte de duplicité que d'envoyer ce SMS. C'est inconnu entre les relations entre les gouvernements, c'est-à-dire que l'intimité des communications a été violée, et la fiabilité de Scott Morrison, pas moins que ça, la fiabilité est en cause. Merci à vous, Harold Iman, pour ces précisions. Dans l'actualité également, Emmanuel Macron qui a annoncé aujourd'hui la mise en place du contrat engagement jeune, une allocation de 500 €, moins de 26 ans, 500 € par mois, bien évidemment, sans ressources et sans emploi depuis une longue durée, qui s'engage dans une formation d'au moins 15 heures par semaine. Ce matin, le Premier ministre Jean Castex a assuré le service après-vente. Il a promis que cette mesure allait concerner 400 000 jeunes en 2022. Ce sera d'ailleurs une thématique de notre débat aujourd'hui dans 90 minutes info. Il aura passé moins d'une heure à la barre. Nicolas Sarkozy était entendu aujourd'hui au tribunal de Paris comme témoin dans l'affaire des sondages de l'Élysée. Il n'est pas poursuivi dans ce dossier en raison de son immunité présidentielle. Et c'est justement au nom de cette immunité présidentielle que l'ancien chef de l'État a refusé de répondre aux questions des juges, ce que déplore l'association Anticor. Je vous propose d'écouter son avocat. Il n'a répondu sur le fond à rien. Il est venu expliquer ce qu'était sa conception de l'immunité. Certes, il n'a pas fait avancer le débat de fond, mais je crois que judiciairement, on a de plus en plus le sentiment que la justice, elle est égale pour tous. Et qu'on ne peut pas s'abriter derrière des fonctions pour éviter de comparaître devant le tribunal et de répondre de ses actes. Voilà pour le tour de l'actualité. On revient sur mon plateau avec mes invités dans 90 minutes info pour poursuivre nos débats. Cette fois autour d'un homme qui menaçait de commettre un attentat à la gare de Lille-Flandre. Il a été remis en liberté mercredi dernier. Pourquoi ? Pour vice de procédure. Il menaçait pourtant de faire sauter la gare. Jugé en comparution immédiate, le tribunal a finalement déclaré la nullité de la procédure car l'individu est sous curatelle. Il n'a pas été assisté d'un avocat lors de son arrestation. Écoutez ce récit de Reda Emrabit. Tout a commencé à la station de métro Oisem, à Lille, le 14 septembre dernier. Un homme inquiète les passagers du métro quand il hurle vouloir faire sauter la gare sur place. L'homme est alors arrêté mais réitère au commissariat. Il menace de le cramer. Après plusieurs semaines en détention provisoire, l'homme est convoqué au tribunal pour une comparution immédiate. Mais surprise, il n'est ni jugé ni condamné. Alors que la procureure avait requis 3 ans de prison, dont la moitié avec sursis, le président a évoqué la nullité de procédure. En cause, une erreur juridique. Devant le juge des libertés, l'homme n'a pas été assisté d'un avocat. Certains magistrats regrettent un nombre trop important de règles à respecter pour qu'une procédure soit jugée valide. Les policiers et même les magistrats du parquet aussi sont submergés de ces règles et donc de ces vérifications systématiques. Toutes les 5 minutes, il faut bien vérifier qu'on a bien respecté en fonction de la situation du prévenu, puisqu'il y a une infinité de situations en plus.
L'homme a donc été remis en liberté, mais le parquet peut désormais engager de nouvelles procédures pour un nouveau procès. Alors je vais y aller avec mes gros sabots, hein, mais c'est une question que certains se posent. Est-ce que le droit prime sur la sécurité des Français ? Oh, mais quand on voit ça brut de décoffrage, en tant que citoyen, on ne peut être que choqué, parce qu'effectivement, c'est profondément choquant. C'est quelqu'un qui profère des propos menaçants d'accomplir des actes terroristes il y a 6 ans, alors quelle est la part de dangerosité réelle de la personne, j'en sais strictement rien, je n'ai pas accès au dossier, mais voir que sur une erreur de procédure, la personne est relâchée, ça ne peut être que choquant. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a des carences, il y a des trous dans le système, faut aller les remplir, on ne peut pas avoir ce type de choses. Je pense que le parquet va faire appel. On peut se poser la question de mesures autres ou alternatives. Le parquet peut engager une nouvelle mais je pense que c'est ce qui va être fait. On peut se poser la question quand on est on a été en état d'urgence terroriste. Est-ce qu'on ne peut pas, sur des actes de ce type, sortir du droit commun ? Et puis il y a aussi la question psychiatrique, parce qu'on sait aussi qu'on peut avoir des hospitalisations d'office qui peuvent être déclarées sur quelqu'un qui est manifestement dangereux pour lui-même ou pour autrui. Est-ce qu'au cas particulier, ça peut pas aussi être une solution pour éviter de remettre quelqu'un dans la nature qui visiblement incarne un danger? Mais effectivement, quand on voit ça brut de décoffrage, encore une fois, je ne connais pas le dossier, je n'y ai pas eu accès, pas plus que qui que ce soit sur ce plateau. En tant que citoyen, c'est choquant. Laurent Jacobelli et Violette Spielbout ensuite. Oui, effectivement, c'est choquant, surtout qu'on parle de terroriste potentiel. Il a menacé de mener une action terroriste contre la gare, puis d'incendier un commissariat de police. Et dans les temps que nous vivons, avec la lutte que nous devons faire contre ce terrorisme qui a décidé d'avoir la peau de nos valeurs et de notre société, eh bien, il faut une justice implacable, une justice d'exception. Or, on voit bien aujourd'hui que tout est tellement compliqué qu'un avocat un peu malin arrivera toujours à trouver une erreur de procédure et à renvoyer un délinquant chez lui. Or là, on parle d'un apprenti terroriste. C'est pas n'importe qui en plus. Ça, c'est un individu, ce fameux prénommé Missoum, qui avait déjà 20 mentions dans son casier judiciaire. Donc c'est pas un petit angelot qui se serait trompé ou qui aurait, sous un coup de folie, menacé les policiers ou ceux qui étaient à la gare. Il faut faire attention. Il faut faire attention au moment où on commence à libérer d'ailleurs des terroristes de nos prisons. J'ai l'impression que la justice et le gouvernement n'ont pas encore pris la mesure du danger qui était face à nous, le danger terroriste. Face à ce danger exceptionnel qui, je le rappelle, menace notre civilisation, il faut être implacable, et quand on voit des événements comme ça, ça fait froid dans le dos. Je voudrais que Raphaël Amselem puisse vous répondre un instant, parce que pendant que vous parliez justement de justice d'exception, je vous voyais... Fameux retour de la justice d'exception, ça fait maintenant 10 ans qu'on a ce retour presque comme un slogan, avec à chaque fois des partis politiques qui proposent de sortir de l'état normal du droit, d'avoir des états d'exception. Et j'ai une pensée pour un auteur que j'aime beaucoup, qui est François Sureau, qui dit la chose suivante. La liberté n'a pas été pensée pour les temps de sécurité. La liberté, quand elle a été inventée en France, au temps de la Déclaration des droits, c'était un temps d'extrême insécurité. Et donc moi, ça me fait beaucoup rire un petit peu, parce qu'on nous parle de civilisation, on nous parle de valeurs, l'Occident, etc. À quel point on est capable de s'asseoir sur 2 siècles de libéralisme politique qui ont influencé notre pays. Libéralisme politique qui dit 2 choses. 1, que chaque individu a une dignité qui n'est pas négociable et qui se traduit en droit politique. Deuxièmement, qu'il n'y a pas de justice au niveau civilisationnel s'il n'y a pas un juge, un avocat, une procédure. Et donc voir des personnes qui nous expliquent que face aux dangers terroristes et islamistes, il faudrait des états d'exception, il faudrait une justice d'exception, en réalité, ce sont des personnes qui acceptent de céder face au terrorisme. Et je terminerai juste avec une citation de François Sureau, parce que je la trouve extrêmement pertinente. Il dit la chose suivante. Après les attentats du Bataclan, le mari d'une victime a publié une lettre où il disait « Vous n'aurez pas ma haine ». Le législateur, quant à lui, semble publier à chaque nouvelle loi une lettre ouverte à Daesh où il proclame « Vous n'aurez pas ma haine, mais tenez, vous pourrez avoir nos libertés ». Je crois que c'est exactement le problème, c'est cet argument fallacieux sur lequel on ne peut pas avoir de sécurité en même temps que le projet des libertés publiques. Sur les procès, juste un mot. Sur les procès du 13 novembre du Bataclan, la femme d'une des victimes, sur le texte qu'elle lisait, disait « Je ne dirai pas, vous n'aurez pas ma haine ». Et elle a raison, parce qu'on ne peut pas avoir trop de clémence pour ces gens-là. Pas de la clémence. Monsieur, vous... Ça,
les libertés on peut publiques, laisser ce n'est pas de la chacun clémence, réagir hein. aussi dans ce procès. On sait qu'il y a eu différentes réactions. On peut peut-être aussi laisser. Voilà, c'est de l'intime. Et donc je pense qu'il faut passer à autre chose que ça. Mais juste, monsieur, vous faites vous envoler vous-même. J'ai l'impression que vous vous exaltez vous-même. Revenez sur terre. Ce sont des procès d'intention. Justice d'exception, monsieur. Justice d'exception avec juge d'exception. Qui vous a dit qu'il n'y aurait pas de juge et qu'il n'y aurait pas d'avocat? Simplement, on ne peut pas traiter un terroriste comme on traite un voleur d'orange. C'est cet argument fallacieux sur lequel on ne peut pas traiter la sécurité avec le projet des libertés publiques. Monsieur, c'est la guerre. Monsieur, ces gens-là le projet sont en des guerre libertés publiques a été pensé pour la sécurité. Mais j'ai pas de leçon à savoir de vous, monsieur. Mais je vous donne pas de leçon, on débat, monsieur. Ça ne marche pas depuis des années. Je vais laisser la parole à Violette Spirou, s'il vous plaît, qui va peut-être dépassionner un petit peu le débat. Oui, je vais dépassionner. Je vais juste on laisse, s'il vous plaît, Violette Spilbout s'exprimer. J'ai une petite question. Les règles de procédure sont-elles peut-être trop lourdes? Et c'est peut-être juste une question de règles de procédure dont on peut parler sur ce plateau pour dépassionner un petit peu la question et essayer d'y trouver une solution rationnelle. En tout cas, on a entendu un professionnel qui parle de ces règles. Et donc, effectivement, il y a un travail de simplification qui est en cours aujourd'hui, qui doit se poursuivre, de numérisation aussi et de procédure pénale numérique. Donc, tout cela est un travail qui doit être fait par l'État et je ne le remets pas en cause. Juste sur cette remise en liberté. Ce que je peux dire d'abord, c'est que quand ça s'est passé à Lille, on a tous, en tant que Lillois, été effrayés qu'une telle action menace... Je rappelle que vous êtes conseillère municipale. Voilà, conseillère municipale à Lille, qu'une telle menace puisse avoir lieu, cette agressivité envers la population, envers les policiers. C'était des attaques directes. Donc effectivement, heureusement qu'il a été tout de suite arrêté. Heureusement qu'il y a eu une expertise psychiatrique qui a donné que même s'il était responsable de ces actes, il y avait une déficience, une polytoxicomanie. Donc on est sur un cas très particulier. Je ne connais pas plus le dossier que ça. Ça, je l'ai lu dans la presse. Je pense que ce n'est pas notre rôle de commenter les décisions de justice. Par contre, en tant que citoyenne, en tant que maire qui habite dans cette ville, je peux vous dire que oui, une remise en liberté, ça me rend très inquiète. Et donc, je ne souhaite qu'une chose, c'est que le parquet aille vite, que le parquet puisse condamner cette personne. Aucun crime, aucune menace, aucun appel à la haine ne doit être impuni. On est dans un état de droit. Voilà ce que j'ai à vous dire. Et on rappelle, comme on le disait tout à l'heure, comme vous le disiez, Monsieur Dugouin-Clément, que le parquet peut engager de nouvelles procédures pour un nouveau procès. Justement, les règles de procédure, pour dépassionner un petit peu la question, est-ce que c'est pas ça le problème finalement, plutôt qu'une justice d'exception pour des situations comme celle-ci? Non, mais je pense que face au terrorisme, il faut quand même qu'on se dote effectivement d'un appareil judiciaire exceptionnel, c'est-à-dire extrêmement rapide, avec des mesures extrêmement efficaces. Parce qu'une fois encore, ce sont des gens qui veulent nous détruire. C'est clairement le but affiché. Or, aujourd'hui, le panel des mesures que l'on peut prendre n'est pas assez étendu. Par exemple, aujourd'hui, il y a encore des terroristes ou des apprentis terroristes qu'on ne peut pas renvoyer dans leur pays d'origine. On a eu le cas récemment avec un Algérien qu'on voulait renvoyer dans son pays d'origine. Il était lié au terrorisme. Or, la Cour européenne des droits de l'homme nous l'a interdit. Donc c'est pour ça que Marine Le Pen propose une primauté du droit national sur les droits internationaux, si tant est que ça existe, pour justement protéger les Français. Ça veut dire aussi que dans les durées de peine de prison, il faut là aussi revoir les choses. Quand on voit qu'il y a des gens qui sont liés au mouvement terroriste, qui ressortent aujourd'hui de prison, qui vont être libres de circuler dans le pays, sans être renvoyés d'ailleurs dans leur pays d'origine pour certains, eh bien oui, ça fait froid dans le dos, parce que ce sont des gens qui veulent tuer des Français et tuer notre mode de vie. Donc je pense qu'on ne doit pas réagir comme on réagit face à un voleur ou à quelqu'un qui commet une incivilité. Être terroriste, c'est avoir déclaré la guerre à la France. Et en cela, puisque tout le monde parle d'une guerre contre le terrorisme, oui, il faut une justice exceptionnelle. Ça paraît une évidence et on voit bien qu'aujourd'hui, on n'est pas assez armé en termes judiciaires par rapport à ces terroristes. Alors on rappelle toutefois qu'on parle d'un homme dont on ne sait pas s'il avait réellement l'intention de passer d'élargir bien sûr. Voilà. Après, on peut peut-être juste revenir sur les moyens qui ont été mis au cours de ce quinquennat sur la justice. Plus 33% du budget de la justice sur le quinquennat. C'est quelque chose d'historique qui n'a jamais été fait. Plus 650 magistrats, qui fait qu'aujourd'hui, on a dépassé la barre des 9000 magistrats. Ça aussi, c'est historique. Et puis, sur la justice de proximité, on voit de réelles avancées. Je pense à la délinquance des mineurs, par exemple. Sur la délinquance des mineurs, on était à 18 mois de durée de procédure. Aujourd'hui, on est entre 10 jours et 3 mois. Donc, il y a un travail sur plusieurs pieds, celui des moyens de la justice, celui des moyens de la justice de proximité, celui des prisons. Vous parliez tout à l'heure des prisons. Eh bien, les conditions carcérales aujourd'hui méritent un investissement massif. C'est 15 000 places de prison en plus qui sont en cours. Et aussi la capacité pour chacun de dénoncer
des mauvaises conditions d'incarcération. Donc tout cela, c'est un progrès dans les droits, un progrès dans les procédures. Oui, il y a les nouvelles criminalités, celle de la drogue, celle de la cybercriminalité. Il y a une adaptation, une simplification, une numérisation de l'ensemble des procédures. Il y a d'énormes progrès qui sont faits aujourd'hui et je pense qu'on ne peut pas les nier, tout simplement. C'est le bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron. On va évoquer rapidement une autre question, mais qui va pouvoir vous permettre de développer sur ces questions de réponse pénale, de réponse judiciaire. Ces cortèges de mariage qui dégénèrent, et ça se produit quasiment tous les week-ends en France, avec des images qui font le tour des réseaux sociaux, bien souvent, des faits qui sont similaires. On voit à l'avant du cortège, alors c'est pas sur cette vidéo, mais souvent on trouve des voitures de luxe, des berlines, des cabriolets, là des deux roues sur ces images. Le cortège s'immobilise sur la voie publique comme vous pouvez le voir, un axe routier souvent très fréquenté, et ce sont encore une fois ces images qu'on a vues sur Twitter aujourd'hui, ces images postées par Mathieu Vallet, syndicat indépendant des commissaires de police, qui précise dans son tweet, voilà, dans les mariages communautaires, les voyous exhibent les gros bolides, ils annexent la route et ils font vrombir leurs crosses issues des cités qui pourrissent le quotidien des gens. Interpellation des auteurs, saisie des véhicules, confiance à la police et le sketch cessera. Là, c'était pour le tweet de Mathieu Vallet, donc du syndicat indépendant des commissaires de police. Ces images vous font réagir également autour de la table ? Oui, c'est choquant, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Personne n'a à subir ça. Se marier, c'est un moment important, c'est un moment de fête dans une vie. Ça ne doit pas se faire en méprisant les autres, en prenant les autres en otage, en ayant ce type de démonstrations qui sont absolument inacceptables. Donc après, c'est un travail de justice, c'est un travail de police. Alors j'ai bien noté que tout est en cours. Donc ça, c'est bien, c'est la phrase « c'est en cours ». C'est un petit peu comme quand on demande à l'administration pourquoi les choses ne se sont pas encore faites. On vous dit c'est en cours. C'est la réponse. Tout à fait, c'est en cours. Oui, c'est en cours. C'est dommage que depuis 4 ans et demi, vous n'ayez rien fait. Enfin, il vous reste du 7 en cours pour les 6 mois qui viennent pour faire campagne. Je pense que donc ça, effectivement, il y a un travail effectif qui est fait. Et que c'est en cours. Sur les rodéos, on a beaucoup de choses qui ont été menées, y compris par la députée de notre département du Nord. Alors écoutez-vous les uns les autres. C'est quand même fou, comme vous ne supportez pas qu'on puisse dire quoi que ce soit de contradictoire par rapport aux éléments de langage que vous avez appris, avec lesquels vous êtes venus. C'est absolument dingue. C'est absolument dingue. On vous les a rédigés et vous nous les infligez. Mais bon, donc tout est en cours, tout va bien. Effectivement, ça va bien, on le voit, sur ce type de débordement. C'est pas acceptable. La police, la justice doivent sévir. Moi, j'aimerais effectivement que le gouvernement se saisisse davantage de ce type de situation, qu'il y ait des mesures beaucoup plus rigides de prise. Et puis, ça pose aussi un autre problème par rapport aux maires. Enfin, moi, en tant que maire, je peux vous dire que si j'avais été confronté... Non, jamais, heureusement. Mais si j'avais ce type d'événement qui arrive, je refuserais de célébrer le mariage. Alors, je vais juste répondre à monsieur sur les éléments de langage. Excusez-moi, je trouve vos propos extrêmement... depuis tout à l'heure, on a droit sur la justice avec le gouvernement. On a fait plus X%, plus X%, plus X%. Condescendant. Je ne vois pas le sexisme dedans, madame. Vous seriez un homme, je vous aurais dit exactement la même chose. Des éléments de langage. Oui, vous avez appris des éléments de langage. Vous êtes maire, et que vous soyez homme ou femme, vous avez appris vos éléments de langage. Très bien. Sur le sujet de ce mariage et de cette vidéo de Mathieu Vallet, peut-être d'abord rappeler qu'en tant qu'élus locaux, effectivement, nous célébrons des mariages tout au long de l'année. Et les mariages, ce sont des moments de joie, de fête, de bonheur, d'amour. Et le cas que l'on voit ici, c'est 0,02% des cas qui peuvent se produire. Alors, par contre, le mariage, on voit des images comme ça sur les réseaux sociaux toutes les semaines. C'est une institution républicaine. Il faut, comme certains maires le font, mettre en place des chartes de convivialité. Alors oui, on a regardé, moi j'ai regardé ce que faisaient les maires quand ils étaient confrontés, comme à Chelles en 2020, comme à Armentières dans mon département. Eh bien effectivement, les maires ont des leviers. Bien sûr, ils ne les ont pas tous sur les rodéos. Mais la signature de la charte, parfois, a permis pour des mariés d'être responsables. L'annulation d'un mariage lorsqu'il y avait eu un cortège tout au long de la préparation au mariage qui avait été signalé par la police et les habitants, eh bien, l'annulation ferme d'un mariage est un signe fort sur l'engagement et les responsabilités des mariés sur la sécurité routière. Parce que des rodéos comme ça, c'est dangereux à la fois pour ceux qui conduisent, pour les autres automobilistes ou personnes qui circulent piétons, vélos autour de ces rodéos. Et puis, c'est aussi inacceptable dans nos quartiers parce que la vraie question, c'est les rodéos dans les quartiers. Les rodéos en permanence... Mathieu Vallet dit justement dans un article de presse que ce sont souvent les mêmes individus qu'on retrouve dans les rodéos sauvages. En 2018, pour la première fois, ces cortèges sauvages dans les mariages. Depuis 2010-2012, pour la première fois en 2018, il y a eu une loi. Cette loi, elle a permis de sanctionner très fermement les rodéos, de 15 000 à 75 000 euros d'amende, de 1 an
à 5 ans de prison et la confiscation des véhicules. Après, il y a l'application, il y a les enquêtes, il y a les cellules rodéo qui sont mises en place dans les communes où c'est très présent. Et je le dis, par exemple, la brigade de l'enquête républicaine dont je parlais tout à l'heure dans le quartier où j'habite, eh bien, elle a déjà confisqué, c'est-à-dire que par l'exemple, par l'action commune, par aussi la vidéoprotection qui va intervenir pour identifier les plaques d'immatriculation, eh bien, tout ça permet de faire un nombre de confiscations et d'amendes qui est autour de 15 ou 20 000 par an. Donc on ne peut pas dire, cher monsieur, qu'on ne fait rien. Par contre, c'est un problème qui est difficile et qui nécessite, comme Catherine Osson l'a dit dans sa mission, de Raphaël Amselem, de continuer d'agir et d'adapter le cadre législatif. Catherine Osson le fait au sein du Parlement. Elle l'a fait dans la loi, elle le fait dans la mission actuellement et ça va se poursuivre. Effectivement, c'est en cours et j'en suis très fière. Raphaël Amselem. Alors d'abord, on a parlé d'une convention de convivialité, je crois. Des chartes de convivialité que certains maires proposaient. C'est le cas à Nice. Anthony Boré, qui est premier adjoint, nous dit « Nous célébrons 1300 mariages chaque année. Nous n'avons dû en annuler qu'une dizaine. Le fait de rencontrer les futurs mariés pour leur faire signer cet engagement et les mettre face à leurs responsabilités a clairement un effet dissuasif. » Voilà. Je pense que c'est un petit peu paternaliste comme proposition. La réalité, c'est que la loi, il faut l'appliquer, elle doit être appliquée. S'il y a des violences, il y a des rodéos urbains, il faut absolument les arrêter. Donc ça, la réponse, elle est classique. Il faut que la loi soit appliquée. Il faut qu'au niveau de la sécurité des forces de l'ordre, il faut que les moyens soient mis. Le risque, je pense, sur le fond de ce genre d'image, c'est de se voir... de voir s'instaurer dans le pays une sorte de frustration du quotidien. On voit qu'il y a une forme de violence et de non-respect de la loi qui n'est pas, qui n'est pas, encore une fois, c'est pas la guerre civile, mais qui fait monter une frustration avec des personnes qui veulent vivre en tranquillité, qui ne veulent pas être perturbées sur l'autoroute quand ils vont au travail ou quand ils rentrent chez eux. Vous souhaitez entendre la réaction de Laurent Jacobelli sur cette antenne. Vous l'aurez juste après la pause dans un instant. J'essaie de teaser comme je peux. Restez avec nous sur CNews. Dans un instant, on revient bien sûr sur ces cortèges de mariage qui dégénèrent. Encore des événements qui se produisent un petit peu tous les week-ends et dont on a les images sur les réseaux sociaux qui sont communiquées aujourd'hui par un syndicat, le syndicat indépendant des commissaires de police. Ces images publiées sur Internet par Mathieu Vallet. À tout de suite. De retour dans 90 minutes info. On poursuit notre débat avec mes invités. On parlait de ces cortèges de mariage qui dégénéraient souvent les week-ends. Dans certains lieux, on avait ces images de Mathieu Vallet que vous observez, ces images diffusées par Mathieu Vallet du syndicat indépendant des commissaires de police et qui montrent l'un de ces événements, des jeunes à motocross qui bloquent un axe routier à l'occasion de ces cortèges sauvages. Et nous n'avions pas eu la réaction à ce moment-là de Laurent Jacobelli qui est avec nous sur ce plateau. Donc Laurent, comment vous réagissez face à ces images ? Vous savez, si la première fois qu'un mariage communautaire avait été arrêté lorsque des véhicules avaient bloqué les rues, qu'un certain nombre d'exactions avaient été faites, si on avait confisqué les véhicules, si les personnes avaient été verbalisées, voire arrêtées et jugées, si le mariage n'avait pas eu lieu, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Malheureusement, comme rien n'a été fait, eh bien, la situation s'est dégradée. Vous parliez, madame, de la loi de 2018 sur les rodéos. Oui, bravo. Vous avez fait passer une loi sur les rodéos. Mais dans le même temps, les autorités ont fait savoir à travers par les préfets aux forces de police qu'elles ne devaient pas aller au contact dans les rodéos et donc ne pas poursuivre les délinquants et ne pas les arrêter. Vous voyez, c'est ça le drame. C'est qu'on laisse faire, c'est qu'il y a un laxisme et qu'il n'y a plus la peur du gendarme et que chacun croit que la rue est à lui, que les villes leur appartiennent. Mais à Mairie-sur-Oise, madame. 20 000 amendes, condamnations cette année. Donc, encore soyez sérieux, soyez sérieux. Le nombre de rodéos a explosé depuis 2 ans. Soyez sérieuse vous-même, révisez vos chiffres avant de venir sur un plateau de télé. Mais sur les mariages communautarisés, ça pose beaucoup de questions, notamment, il faut le dire, dans ces mariages, on voit des drapeaux qui sont agités, qui ne sont pas les drapeaux français. On voit des exactions, on voit le non-respect du code de la route. Pire, à Mairie-sur-Oise, il y a quelque temps, ça s'est terminé en pugilat au cœur de la ville avec des gendarmes blessés. Eh bien, il faut dire à tous ceux qui vivent en France qu'en France, on doit respecter nos lois, que ces lois sont respectables, qu'ils vivent dans un pays qu'ils doivent respecter, même aimer, et que donc tout n'est pas permis. Et il faut maintenant... ces chartes de convivialité, justement. Est-ce que c'est paternaliste ou c'est... Mais non, mais c'est un engagement aussi, une charte de convivialité. Vous vous rendez compte où on en est, on en est à dire aux gens, attention, hein, si vous vous mariez, vous ne devez pas aller frapper les voisins, vous ne devez pas aller bloquer les autoroutes. Mais dans quelle société on est ? À force d'accueillir tout le monde et n'importe qui, à force de tolérer tout et n'importe quoi, nous en sommes arrivés à des situations où des gens clairement s'opposent
aux normes communes, s'opposent à nos lois et veulent montrer qu'ils sont plus forts que la société française dans son ensemble. Ce n'est plus tolérable. Il faut maintenant sévir avec les moyens légaux qui sont en notre possession et ne pas simplement regarder faire. Certains maires disent aussi qu'il faut une enquête en amont sur la réputation des familles avec des remontées de la police afin de prévoir un encadrement approprié. D'autres disent qu'il faut restreindre les horaires de ces mariages pour éviter que les cortèges ne se produisent après un repas de midi qui serait par exemple alcoolisé. Est-ce que ce sont... Non, mais là-dessus, moi je veux bien, mais on ne peut pas avoir une enquête systématique avant chaque mariage, surtout. J'allais vous poser la question, est-ce qu'on mobilise des moyens? Il y a juste un moment où c'est totalement impossible. Déjà, en tant que maire, quand vous avez un signalement, parce que vous avez un doute sur un mariage, pour le coup, d'être sur un mariage réel ou un mariage blanc, ça a du mal à être suivi, ça met beaucoup de temps, c'est des procédures assez souvent, on peut se retrouver dans des situations un petit peu complexes. Ça, je pense que c'est du pipeau total. Après, sur les maires, il faut dire les choses, c'est encore les maires qui fixent les horaires des mariages dans leur mairie. Un maire est libre de marier à 14h, à 16h, le samedi matin, en semaine. Là-dessus, ça relève uniquement du choix des maires de savoir s'il y a des heures qui posent problème ou des heures qui ne posent pas problème. Là, pour le coup, il ne faut pas non plus aller se dédouaner toute responsabilité. C'est normal de se dire qu'on va faire les mariages le matin pour éviter d'avoir des problèmes l'après-midi ou... Non, mais je ne dis pas que c'est normal ou pas normal. Je dis que quand des maires se disent, vous me dites que certains maires disent qu'il faudrait choisir des heures en fonction ou avoir des consignes. Certains le font. Très bien, un maire est libre de choisir à quelle heure il veut marier. Ça fait partie encore dans ce pays de la responsabilité des élus locaux. Moi, je choisis les heures auxquelles je fais des mariages pour des questions non pas de sécurité, mais des questions généralement logistiques, de fonctionnement de salle. Puis dernière chose, pour revenir sur la question des chartes. Les chartes par rapport à ce type de comportements qui sont des comportements délinquants, ça n'a aucun intérêt. L'intérêt de ces chartes, c'est beaucoup plus pour permettre de mettre un peu d'huile dans les rouages, d'essayer de s'assurer que les mariés arrivent à l'heure, qu'on ait un respect par rapport au bruit, par rapport aux riverains, par rapport au stationnement. On est dans ce qui est un guide de bonne conduite, quasiment de bon voisinage. Ça n'a strictement rien à voir, rien à faire par rapport à une réponse qui est une réponse pénale sur des actes délinquants. Autre thématique que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui, les Pyrénées-Orientales confrontées à un afflux inédit de migrants algériens à la frontière avec l'Espagne. La pression migratoire ne cesse d'augmenter depuis le début de l'année. On a 10 000 clandestins qui auraient rejoint l'Espagne depuis janvier pour se rendre ensuite en France. Prêt à tout, ils paient jusqu'à 2 000 € pour la traversée en mer sur une embarcation de fortune. Le récit de Marine Mulset et on en discute sur ce plateau juste après. Dans leur pays, on les surnomme les brûleurs. Ils ont mis le feu à leurs papiers d'identité pour éviter l'expulsion d'Europe. Entre Cerbère et le Perthus, dans les Pyrénées-Orientales, le nombre de clandestins algériens qui tentent d'entrer en France a explosé. Selon les autorités espagnoles, il serait 10 000 à avoir atteint l'Espagne pour rejoindre l'Hexagone depuis janvier. Au Perthus, les habitants sont démunis. Les Pertusiennes et les Pertusiens sont quand même inquiets donc par rapport à ce flux migratoire, par rapport aussi à la drogue. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des interventions au niveau de la police des frontières, mais bon, ils ne peuvent pas tout contrôler non plus. La situation s'aggrave et il n'y a pas vraiment de recours possible. C'est une situation très compliquée. Et le profil des clandestins inquiète. L'Algérie aussi avait des soucis avec vider leur prison, donc c'est souvent un profil différent qui arrive aussi et des anciens prisonniers, donc avec un casier judiciaire bien rempli, donc le profil des retenus aussi a changé. Ce sont des retenus maintenant qui ne cherchent pas forcément l'asile. Sur le seul mois d'octobre, la police aux frontières a interpellé 39 passeurs, c'est 4 fois plus qu'en temps normal. Voilà, des migrants qui transitent par des tunnels de la SNCF, il y en a jusqu'à 60 par jour. Et la municipalité de Cerbère, notamment, se sent impuissante face à cela. Ce problème ne sera géré ni par les barbelés aux frontières, ni par les forces de police, dit le maire de Cerbère, Christian Gros. Nous n'avons ni association, ni structure qui permettent de répondre à ce flux. Que faire face à ce flux de migrants ? Écoutez, ce que je vois déjà aujourd'hui, c'est des personnes dans la détresse, des personnes qui cherchent un mieux ailleurs en France. Et donc ça repose toute la question de la solidarité internationale, de la façon dont ces personnes vivent dans les pays dont elles viennent. Aujourd'hui, sur ce sujet en particulier, on le sait, l'État est présent et il y a un flux important. Donc 39 arrestations de passeurs, c'est bien les réseaux qu'il faut aller attaquer de front. Des CRS qui sont présents sur place en permanence depuis mi-octobre. C'est un travail qui est fait actuellement avec
avec les mairies. Il y a aussi tout le travail de contrôle aux frontières qui doit continuer. Et nous ne pouvons que réaffirmer la nécessité d'avoir des contrôles aux frontières importants et que les personnes aujourd'hui qui sont en demande de droit d'asile, ce qui est une autre situation, puissent avoir l'examen de leur situation rapidement. Ce sont les réfugiés, mais là, on n'est pas dans ce cas-là. On a dans ce reportage un policier qui rappelle, d'un syndicat de police, de Alliance, qui rappelle que parmi ces gens qui viennent, on en a beaucoup qui ont un profil judiciaire, qui sortent de prison, ce qui en fait, Laurent Jacobelli, potentiellement des gens dangereux pour la société. Oui, bien sûr, je ne dis pas que tous sont dangereux, mais comme on ne contrôle pas qui arrive en France, statistiquement, malheureusement, il y a probablement des gens dangereux parmi eux. Et ils partent non pas parce qu'ils fuient un pays en guerre, non pas toujours pour des raisons économiques, ils partent parfois parce qu'on ne veut plus d'eux dans leur pays d'origine. Et je pense que ça il faut remettre à plat toute la politique d'immigration française, l'immigration légale, bien sûr, mais aussi il faut lutter efficacement contre l'immigration illégale. Pour ça, la France ne doit plus être considérée comme un Eldorado social. Vous savez que quelqu'un qui arrive sans papier en France et qui dit « je suis demandeur de droit d'asile » ou qui est clandestin se verra attribuer les soins gratuits, souvent sera logé, aidé, probablement même d'ailleurs plus qu'un Français qui aura cotisé toute sa vie. Tout ça doit cesser. Il faut immédiatement renvoyer chez eux tous les clandestins. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Vous savez qu'il y a à peu près que 10% des étrangers en situation irrégulière qui sont renvoyés chez eux. Et même en ce qui concerne les Algériens, que 0,2% de ceux qui ont une obligation de quitter le territoire qui sont appliqués. Donc autant vous dire qu'une fois qu'on arrive en France, on n'en part plus. C'est pour ça que Marine Le Pen propose un référendum sur la question de l'immigration aux Français, à qui on n'a jamais demandé leur avis depuis 40 ans, qui payent des dizaines de milliards par an pour accueillir des gens qui n'ont pas le droit d'être en France et qui, une fois sur le sol français, commettent des exactions. Ce n'est plus possible. Il faut maintenant rendre leur pays aux Français et contrôler les frontières. Jean-Philippe Ducoing-Clément. Oui. Alors, moi, d'une certaine manière, on a toujours constaté qu'il y avait des politiques, enfin certains pays, qui jouaient de l'immigration comme d'un levier politique. On l'a eu avec la Turquie d'Erdogan. On le constate, à mon avis, aujourd'hui avec l'Algérie. Depuis le début de l'année. Ça pose la question de nos rapports avec l'Algérie. Bien sûr, depuis le début de l'année, le président Emmanuel Macron a eu, et c'est une bonne chose, une politique beaucoup plus dure vis-à-vis de l'Algérie par rapport au nombre de visas, par rapport à la question de la rente mémorielle qu'il avait évoquée par rapport au régime algérien. Et je pense que d'une certaine manière, aujourd'hui, l'Algérie a tendance à ouvrir les vannes pour mettre une pression sur le pays. Et on est sur un État qui se sert de pauvres gens, parce que la plupart des gens qui migrent sont des pauvres gens, pour mettre la pression sur la France et sur des pays occidentaux et sur l'Europe. Après, ça pose à mon avis plusieurs questions. Le premier, c'est un renforcement extrêmement fort de Frontex, puisque c'est quand même la police aux frontières dans le cadre européen. Ça fait partie des sujets qu'on porte avec l'UDI. Et puis, dans les propositions qu'on fait avec Valérie Pécresse, de durcir un certain nombre de réglementations, d'aller vers une immigration choisie, non pas subie, et puis également vers un délai pour avoir droit à un certain nombre de prestations sociales également. Ça fait partie des choses qu'on défend aujourd'hui, parce que c'est aussi arriver à essayer d'endiguer ce phénomène-là. Et puis dernière chose, sur ce qui est aujourd'hui une politique internationale de pays comme l'Algérie, de mettre la pression sur des pays occidentaux, il faut se dire clairement les choses, c'est pas la France tout seul qui arrivera à mettre un rapport de force, je pense que c'est un rapport de force européen, qu'on doit avoir le courage d'aller le porter en matière économique. L'Europe, je le rappelle, est la première puissance économique mondiale. Et bien sûr, des pays comme l'Algérie, on doit remettre un rapport de force économique par rapport à cette gestion de flux migratoires. Dernier sujet que je voulais aborder avec vous pour qu'on puisse terminer, vous vouliez en parler, Violette Spilbout. L'exécutif qui a présenté aujourd'hui son contrat d'engagement pour les jeunes. Il vise les moins de 26 ans sans emploi depuis longtemps. Ils percevront une allocation allant jusqu'à 500 € par mois, si et seulement si ils suivent une formation de 15 à 20 heures par semaine. Objectif, aider environ 400 000 d'entre eux en 2022, mais au total, ce sera 500 à 600 000 jeunes. C'est Emmanuel Macron qui a révélé ce dispositif sur les réseaux sociaux ce matin, et Jean Castex qui a fait le service après-vente. On va l'écouter. Il proposera un accompagnement intensif et personnalisé, avec un référent unique qui verra le jeune au moins une fois par quinzaine et si possible par semaine. Un parcours intensif qui doit réunir tous les atouts pour permettre de trouver aux jeunes un emploi ou une solution professionnalisante dans un délai maximum de 12 mois. Sa finalité n'est pas d'installer des jeunes dans un accompagnement sans fin et sans aboutissement. Elle est de réussir ce passage de l'accompagnement vers l'activité et de l'activité vers l'emploi.
Alors, est-ce que c'est une mesure efficace ou est-ce que Emmanuel Macron joue avec le chéquier de la France, comme dit Xavier Bertrand? Déjà, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle pour ces 500 000 jeunes parce que pendant 12 à 18 mois, ils vont pouvoir avoir un parcours personnalisé avec un référent en permanence, joignable, qui va leur permettre, par exemple, d'allier une immersion en entreprise, un service civique, une préparation à l'emploi, un apprentissage. Donc c'est quelque chose de complémentaire du plan Un jeune, une solution qui a déjà montré ses résultats. On a un taux de chômage des jeunes qui est revenu à celui d'avant-crise, qu'il faut continuer de combattre. On a un taux de chômage général qui est extrêmement bas, à 7,6%. Et donc, c'est un signe fort qui est envoyé de confiance envers les jeunes, parce qu'un contrat d'engagement, c'est donnant-donnant. Alors, on a 500 €, mais en même temps, on fait 15 tout de suite, parce que je pense que vous allez avoir des contradicteurs autour de la table, si vous voulez encore pouvoir en parler. Raphaël Amselem. Il y a un économiste très connu qui s'appelle Milton Friedman et qui, à l'époque, avait théorisé l'hélicoptère money, c'est-à-dire cette idée que pour relancer l'économie, alors il ne défendait pas cette idée, mais pour relancer l'économie, il fallait ouvrir les vannes de l'argent et puis, hop, on lançait à travers les rues. On a un petit peu cette impression-là. D'abord sur les dernières mesures qui sont annoncées par 550 millions d'euros en l'occurrence. Oui, ça, plus toutes les mesures qui sont annoncées ces derniers temps. Mais surtout, je pense que ça ne répond pas à la problématique de fond sur notre modèle social. On annonce une mesure qui est censée aider les jeunes. Le problème aujourd'hui, c'est que la France est le pays parmi le monde et l'OCDE qui, 1, la dépense publique la plus élevée, 2, la dépense sociale la plus élevée, c'est-à-dire cette fois-ci tout ce qui concerne les prestations et tout ce qui est allocation. Et 3e point, qui depuis 30 ans a le plus augmenté ses dépenses sociales de tous les pays de l'OCDE. Donc ça pose une question qui est essentielle. C'est de savoir est-ce que notre modèle social est réellement efficace pour sortir les pauvres, mais en l'occurrence aussi les jeunes, de la situation dans laquelle ils sont empêtrés. Et quand on constate qu'on est encore dans cette logique de sortir des petites mesures, de sortir le chéquier ici ou là, on ne répond pas, je crois, à la problématique de fond qui est qu'aujourd'hui, les jeunes subissent beaucoup le chômage, les jeunes ont des problèmes en matière de formation, d'apprentissage et aussi à l'université. Je trouve dommage que, en parlant des jeunes aujourd'hui, on n'est pas... Parce que sinon tout le monde ne va pas pouvoir... Je termine juste sur ça, que ce soit dommage qu'on n'ait pas eu des annonces qui soient faites pour les étudiants. Un mot, Laurent Jacobelli, ne soyez pas long pour laisser... Je vais être rapide, on voit qu'on est en période électorale. Depuis le début juillet, le Figaro, vos confrères faisaient le compte de ces petites mesures, catégorie par catégorie ou ville par ville. Pour l'instant, Emmanuel Macron a promis 17 milliards en quelques mois. J'espère que ça sera réintégré à ses comptes de campagne. Mais s'il croit qu'on peut acheter un électeur avec un billet de 500, je pense qu'il se trompe. En revanche, effectivement, il y a beaucoup à faire sur la formation. Ce qu'on vit aujourd'hui, notamment comme drame chez les jeunes, c'est qu'entre les formations qui sont proposées et ce que demandent les chefs d'entreprise, il y a parfois un décalage de plusieurs années. Et que donc des jeunes qui ont été formés ne trouvent pas de travail. Donc si cette mesure permet au moins de mettre en phase les formations attendues par les professionnels et les formations que vont suivre un certain nombre de jeunes qui n'ont pas encore de travail, tant mieux. Mais très honnêtement, il faudrait régler le problème de fond sur l'adaptation des formations, ce qui n'est pas encore proposé dans cette mesure. Le mot de la fin, 25 secondes, Jean-Philippe Dugan-Clément. Oui, on finit de cramer la caisse. C'est très clairement depuis 6 mois, c'est royal au bar, on ouvre les vannes. Le problème d'ouvrir les vannes pour financer une campagne électorale, c'est qu'il faudra bien les fermer. Et tout ce qu'on est en train de lâcher aujourd'hui, on risque d'avoir au 2e semestre 2022 une pension amère quand il va falloir rembourser. Jean-Philippe Dugan-Clément, merci à vous, vice-président UDI de la région Île-de-France et maire de Mennecy. Merci à vous également, Violette Spielbout, conseillère municipale de Lille, référente nord de La République En Marche, Raphaël Amselem, analyste en politique publique, et Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national. Restez avec nous sur CNews, c'est la fin de 90 minutes info. Mais dans quelques instants, vous retrouvez Laurence Ferrari dans Punchline. A tout de suite sur CNews.